Salut la piraterie de la boxe, c'est le Captain Crochet. Enfin de retour pour une nouvelle chronique, ça faisait longtemps, mais oui, les amis, je ne suis ni sponsorisé, ni je ne fais pas de score astronomique, ça veut dire que je dois bosser, et bosser, et bosser encore pour bouffer. Et en me repenchant sur le YouTube Game, quelle n'a pas été ma surprise? J'ai dû naviguer, j'ai dû nager entre des dizaines, des centaines, des milliers de vidéos de nouveaux youtubeurs cinéma. Alors parfois je me demande quel âge ils ont, mais en tout cas ils ont un avis à nous donner sur le dernier film en date. Bref, va sur YouTube, c'est le meilleur moyen d'être fatigué avant même d'acheter ton ticket de cinéma. Alors, vous inquiétez pas, avec moi, aujourd'hui on va parler cinéma, cinéma, de salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et pourquoi pas, encore une fois, vous savez que je l'ai déjà fait par le passé, faire des ponts entre boxe et cinéma. Alors, vous pouvez trouver sur la page déjà un super podcast qu'on avait fait avec nos amis de Movies Close Up concernant les films de boxe. J'avais donné mon avis sur les films de boxe déjà il y a quelques années de ça sur cette vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors j'avais envie un peu de challenger la piraterie de la boxe en vous faisant un petit jeu. Je vous donne un boxeur pour un film et non pas un film de boxe. Voilà, je vous donne un boxeur et ce boxeur va m'évoquer un film ou inversement, un film va m'évoquer un boxeur de façon symbolique, de façon métaphorique, c'est-à-dire que le film serait le symbole de la boxe, la carrière, le style, le personnage de certains boxeurs qu'on aime. Alors voilà, ça serait trop facile si je vous dis Mohamed Ali de me sortir le film Ali, ça serait trop facile d'évoquer Mickey Ward en parlant du film The Fighter ou de Vinny Pacienza en parlant de Blade for This. Voilà, maintenant prenons des films qui n'ont rien à voir en apparence avec la boxe et comment on pourrait de façon analogique ou métaphorique les relier à un boxeur qu'on aime. Ça nous permettra de parler de notre amour pour certains boxeurs et puis ça nous permettra aussi de parler de notre amour de certains films. Alors on commence tout de suite. Si je vous dis Les Indestructibles, eh ben Les Indestructibles pour moi m'évoquent toujours Roy Jones Jr., sa meilleure période, les années 90. Pourquoi? Ce film Les Indestructibles, qui vieillit très bien, pour moi c'est une orgie, c'est une avalanche d'idées de cinéma, d'idées de mise en scène. C'est d'une fluidité incroyable du début à la fin de ce film, c'est idées de cinéma, par-ci, par-là, ça n'arrête pas, c'est juste un orgasme de presque 2 heures de mise en scène et ça m'évoque toujours la maestria, le côté extraterrestre qu'avait Roy Jones Jr. dans les années 90. Voilà, il était juste au-dessus de tout, sublime, faisant des choses hallucinantes qui faisaient de lui simplement une sorte de demi-dieu, demi-dieu de la boxe. Et on regarde des Roy Jones dans les années 90, souvenez-nous plein de ses combats dans les années 90, c'était simplement une orgie pugilistique, tout simplement une orgie pugilistique. Et replongez-vous dans cette superbe période de ce boxeur. Voilà, l'indestructible pour moi, Roy Jones Jr. Allez, on continue. Big up à notre pirate Clément qui m'a donné l'idée. Si je vous dis Mike Tyson, eh ben, ça nous évoquerait le film Goodfellas, Les Affranchis. Eh oui, Les Affranchis et surtout le personnage de Ray Liotta qui partant de rien, voilà, monte dans la hiérarchie de la mafia, construit un quotidien, devient même le champion de sa communauté,
dans le business jusqu'à la descente aux enfers, la chute, la défaite, et tout qui s'enchaîne mal. La chute dans la drogue aussi, le personnage de Ray Liotta qui va complètement perdre pied avec la drogue pour enfin réussir à sauver, si on peut dire, son existence et en redevenant, c'est le dernier plan du film, en devenant quelqu'un simplement ordinaire, schmuck comme il dit, et c'est un peu la trajectoire symbolique de notre Tyson préféré, c'est-à-dire voilà, le boss à même pas 20 ans du game qui a fini après, à partir de 92, qui n'a été après ensuite qu'une longue et pénible descente aux enfers. Sa carrière dans les années 90 n'a été qu'un paravent, un trompe-l'œil. Il était voué à la chute, et il était le prototype même du mec qui allait aussi tomber dans les addictions pour enfin se sauver aussi, lui, il y a quelques années, réussir à reprendre en main sa vie, voilà, dans une vie qui, même s'il fait beaucoup, même si ça reste un personnage médiatique et qu'il essaye d'optimiser ça maintenant pour simplement vivre, Mike Tyson a une vie plutôt très très simple par rapport aux centaines et centaines de millions de dollars qu'il avait normalement gagnés. Tout ça s'est évaporé, et donc il a une vie matérielle bien plus ordinaire que ce qu'il aurait été destiné s'il avait été sérieux, s'il avait été entouré non pas de rapaces aussi. Et donc Mike Tyson, Goodfellas, je pense que pour sa trajectoire, ça symbolise vraiment bien. On enchaîne tout de suite avec le patron des patrons, Mohamed Ali. Alors, comme je dis, on va pas sortir le Ali de Michael Mann, on va pas le sortir, ça serait vraiment trop simple. Mais moi, il y a un film dernièrement qui me fait penser un peu à la fin de vie d'Ali, c'est-à-dire au commencement de sa maladie. Before the Nevada State Athletic Commission licensed Ali to fight, they asked him to go to the Mayo Clinic for a full report. That report said that when Ali tried to touch his finger to his nose, there was a slight degree of missing the target. He couldn't hop with the agility that the doctors expected. Jusqu'à sa fin de vie, qui a été un long chemin de croix. Ça a été des décennies à partir des années 80 jusqu'à 2016 quand même. C'est un énorme chemin de croix dans la souffrance. Looking at him, not if you saw him every day talking slower, walking slower, moving slower, punching less, you could see him falling apart. After the Thrilla in Manila said to him, that's your last fight. You keep on fighting and you're going to go right into the grave. He said, no, I know, I got to stop, I want to stop. Une longue chute dans le silence, une longue chute dans le fait de ne plus pouvoir communiquer normalement, de ne plus pouvoir se mouvoir normalement, et de devoir vivre en étant l'ombre de soi-même. Ça a dû être extrêmement pénible, cette fin de vie. Donc cette fin de vie de Mohamed Ali qui reste une fin de vie secrète, hein, malgré les images qu'on a tous, par exemple de Ali aux Jeux Olympiques de 96, ces choses-là, ça reste quand même très secret. L'entourage avait vraiment réussi à compartimenter tout pour qu'on ne voit pas quand même, qu'il n'y ait pas trop d'images qui montrent un homme en souffrance. Et ça me fait penser, tout ce long périple, ce chemin de croix, ça me fait penser à un film assez récent, ça me fait penser à Logan. Ça me fait penser à Logan, qui est aussi dans cette dynamique du héros, et un héros qui est dans le temps de mourir. Logan, pour moi, qui est un magnifique film, mais que je n'arrive pas à revoir parce que après Logan, je suis obligé d'être sous anxiolytique, mais c'est un magnifique film quand même, et qui est totalement aussi dans ce sujet. Donc Ali, ça me fait penser à Logan. Et vous? Bon, allez, un peu plus rigolo. Si je vous dis Oscar de la Hoya, et surtout je vous dis pas Oscar de la Hoya le boxeur,
qu'on a tant aimé. Mais je vous parle de Oscar de la Hoya, le promoteur, et surtout le promoteur depuis quelques années. Je pense qu'il est indéniable que ça nous fasse penser à Star Wars, la revanche des Sith, puisque, comme on l'a souvent dit, quand même, de la Hoya, c'est le Dark Vador de la boxe. Alors, quel meilleur film que celui qui montre notre Anakin devenir Dark Vador. Oscar de la Hoya, promoteur. La revanche des Sith, Dark Vador, absolument. Bon les gars, vous savez que j'adore Arturo Gatti, surtout son amitié avec Mickey Ward. On pourra jamais faire plus beau. Quoi? Qui a dit Brokeback Mountain? Tu sors tout de suite. Un peu plus triste, ou même pas un peu plus triste, extrêmement triste, la tristesse même. Un boxeur qui avait tout pour lui, et surtout un crochet hallucinant, un des plus grands crochets de l'histoire de la boxe, Tommy Morrison. Tommy Morrison qui a l'image, qui pour la boxe est un peu Freddie Mercury de la boxe, qui malheureusement dans ces années 90, ces années sombres, ces années sida, a contracté, parce que je pense qu'il avait une vie un peu déglinguée, c'était quand même c'était un mec, un redneck, il devait avoir une vie déglinguée avec pas mal de femmes ou de prostituées, et malheureusement il s'est chopé cette infamie. Et donc Tommy Morrison, les gars, ça me fait toujours penser à Dallas Buyer Club. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois ce film, ça me fait penser à Tommy Morrison et à se regretter. Tommy Morrison qui est vraiment aussi une fin de vie vraiment qui fait mal quand on voit l'homme qu'il était au début des années 90. Voilà, ça aurait pu, dans un autre contexte, s'il n'avait pas eu ce drame ultime dans sa vie, je pense que en termes de carrière sportive, il aurait pu faire encore beaucoup plus fort, parce qu'on s'en souvient, son combat contre Lennox Lewis, il n'est pas dedans, il n'est pas dedans du tout. Et voilà, Tommy Morrison, pensez pour toi. Allez, plus sympa. On va déconner un petit peu. Les gars, vous avez déjà entendu Riddick Bowe parler? You say it was lost. Woody Vander Holyfield was there's a lot of experience that I gained. Vous l'avez vraiment déjà entendu parler? Well, I never thought about defending the town. That's the God's honest truth. Direct, ça me fait penser à un discours d'un roi. Aussi, les fameux films pour personnes âgées où à chaque fois, les papis et mamies deviennent rock'n'roll. Ils décident de enfin vivre à 1000 à l'heure, à 100%, de bouffer la vie de tous les côtés. Je vais vous dire un film qui, franchement, n'est pas aussi mal que ce que j'aurais pu penser et qui vaut le coup. Un film du dimanche soir, mais plutôt bon. C'est The Bucket List avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, fait par, si je ne me trompe pas, je parle de mémoire, Rob Reiner, qui a perdu depuis très longtemps son mojo. C'était le réalisateur de notamment Stand By Me. Mais The Bucket List, quand je vois The Bucket List et des petits vieux qui veulent vivre pleinement à 100%, avec un maximum d'adrénaline, ça me fait toujours penser à George Foreman et Larry Holmes, qui n'ont jamais voulu lâcher leur carrière, même quand tout le monde trouvait ça pathétique de continuer, qui voulaient continuer à boxer envers et contre tout, parce que c'était leur façon de vivre, leur façon de respirer. Et plus je vieillis, plus j'aime cette idée. Et voilà, The Bucket List, on fait un remake du film avec Larry Holmes et George Foreman. J'en parle souvent à un autre promoteur de boxe, peut-être le big boss du game, si on peut dire, le fantomas de la boxe, Al Haymon. Cet homme si secret, Al Haymon, si secret, qui tire les ficelles derrière son anonymat. Ça me fait direct penser à Eyes Wide Shut, tout simplement. Illuminati. Al Haymon,
c'est peut-être l'homme qui dirige la cérémonie dans laquelle Tom Cruise n'est pas invité et qu'il arrive à s'incruster. Je pense souvent à ça quand je regarde Eyes Wide Shut. Quel film! Autre chef-d'œuvre de Brad Bird, réalisateur des Indestructibles. Autre chef-d'œuvre, je pense à mes yeux, chef-d'œuvre absolu, The Iron Giant. The Iron Giant, un chef-d'œuvre, si vous ne l'avez pas dans votre collection, c'est à avoir absolument, d'autant plus si vous êtes papa ou maman, votre enfant adorera et vous aussi. Chef-d'œuvre absolu. Alors, The Iron Giant, à chaque fois que je vois, qui est le film qui parle d'une amitié improbable entre un robot venu d'un autre monde et un petit garçon de la fin des années 50 dans le Maine aux États-Unis, ça m'évoque toujours, ce film évoque toujours l'esprit d'une époque, la fin des années 50, l'aube des années 60 où le peuple américain, on va dire le peuple occidental en général, était prêt à faire le bond dans ce qu'il pensait être une grande modernité. On parlait de la conquête de l'espace, de la course à la conquête de l'espace, c'est l'époque aussi d'un confort matériel qui se développe, c'est l'époque aussi du développement du marketing, comme vous l'avez certainement vu aussi dans une série Mad Men. Et quand je pense à ce film, je pense à un boxeur qui pour moi représente, qui est arrivé à cette époque et qui la représente totalement, cette modernité, c'est Floyd Patterson. Floyd Patterson qui à l'époque devient le plus jeune champion du monde des poids lourds. Il était aussi champion olympique, donc à ne pas oublier, plus jeune champion des poids lourds à l'époque, entraîné par Cus D'Amato. Cus D'Amato, il n'était pas juste un entraîneur, il était un mentor. Il faut bien comprendre qu'il arrivait avec toute une boxe qui a complètement modernisé la chose, c'est-à-dire qu'il était un petit boxeur, mais son dynamisme, son jeu de jambes, le style peekaboo que Cus D'Amato a expérimenté sur Floyd Patterson a été indéniablement important, puisque Floyd Patterson, à l'image de l'Iron Giant, a été le prototype nécessaire pour que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, arrive toujours sous la tutelle de Cus D'Amato, arrive Mike Tyson. Mike Tyson n'aurait pas pu advenir s'il n'y avait pas eu 25 ans plus tôt Floyd Patterson. Donc, Floyd Patterson, replongez-vous, c'était extrêmement moderne pour l'époque. Sa trilogie avec Gemar Johansson vraiment reste ultra sympa à regarder. Et, voilà, Floyd Patterson, c'est pour moi une modernité avant l'heure, et c'est à chaque fois, je pense à lui quand je regarde The Iron Giant. Voilà, allez, un dernier film, vous me direz dans les commentaires si vous avez d'autres, ça vous donne d'autres idées. Un dernier film, un petit peu, là on repart aussi un petit peu sur un côté triste, mais ça va me permettre de parler de peut-être l'un de mes boxeurs préférés, si ce n'est pas le boxeur préféré, mais l'un de mes boxeurs préférés. Et à chaque fois, et je le regarde pas souvent, mais Requiem for a Dream, je ne peux pas m'empêcher de penser à Johnny Tapia. Johnny Tapia, un boxeur qui malheureusement a une vie plus que folle. Son surnom c'était Ma Vida Loca, mais il a une vie plus que folle. Malheureusement, il a été prédestiné à vivre dans le drame, puisque très très jeune, malheureusement sa mère s'est fait assassiner, ce qui a complètement, on peut le comprendre, totalement perturbé sa vie, perturbé son équilibre psychologique. Et Johnny Tapia s'est réfugié à la fois dans le sport, c'était un sacré athlète, il s'est réfugié dans le sport, mais surtout il s'est réfugié dans la drogue. Et Johnny Tapia, c'est une vie horrible, parce que c'est une vie de drogué, c'est une vie d'addiction, c'est une vie de drogué, mais c'est pas la petite addiction, c'est l'addiction dure qu'il n'a jamais réussi à
à dépasser malgré les efforts de sa femme. Il y a des histoires. Bon, je vous conseille le documentaire de HBO il y a quelques années sur Johnny Tapia. Mais voilà, penser que cet homme se droguait a été un boxeur pour la majorité de sa carrière imbattable, pour moi ça reste un des concepts en boxe le plus ouf que je puisse penser. Pour moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Ce mec était accro à l'héroïne et au crack. Il était malheureusement au mauvais endroit pour ça. Il était à Albuquerque, qui est une place pour ça. Vous le savez peut-être si vous êtes un fan de Breaking Bad. C'est exactement là où ça se passe. Et donc Johnny Tapia, une vie entre prison, parce que la dope, ça t'amène en prison. Le retour, le fait d'être imbattable sur le ring avec une boxe magnifique. Il était dans une petite catégorie, mais sa boxe était vraiment un mélange à la fois de technique. Il était extrêmement clairvoyant techniquement et d'agressivité et surtout de rage. Regardez les coups, quand il met un coup, c'est comme si c'est toute son âme qui mettait dans ses poings. Johnny Tapia, déjà, il y a des combats qui sont juste super à regarder. Moi je l'ai découvert véritablement, avant c'était qu'un nom, j'ai découvert, puisque une fois, on est en 98, on est en février 98, donc il y a 20 ans, et j'en profite pour faire cette vidéo pour commémorer cette découverte de Johnny Tapia. Laurent Baudouani faisait un combat à Albuquerque, au Pit d'Albuquerque, en sous-carte de combat de Johnny Tapia. Donc j'ai été dans la nuit sur l'époque Canal+, avec Jean-Claude Boutier. Jean-Claude, tu as invité quand tu veux dans le podcast, et simplement ce combat avec ce mec, j'ai été électrisé par son style, électrisé par l'énergie qui débordait de ce mec, électrisé par sa boxe. Ça a été vraiment un de mes électrochocs, comme ça vous arrive à tous avec vos boxeurs préférés. Voilà, Johnny Tapia, en tout cas, repenchez-vous sur lui, c'était juste trop bon, ces combats. Et voilà, alors, si vous avez d'autres idées d'association entre boxeurs et films, écoutez, mettez ça dans les commentaires, envoyez-moi un message, je vous ferai une deuxième vidéo avec vos idées, les idées les plus pertinentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous connais mes pirates, je sais que vous êtes des gros amateurs de cinéma aussi, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Mes pirates, ça me fait plaisir de revenir avec une chronique. On se revoit bientôt, je vous prépare quelque chose, et puis les podcasts arrivent, les podcasts live arrivent incessamment sous peu. Portez-vous bien, ciao!